Mmh, Comme toujours, nous, chaque fois que je veux faire un live questions libre, et on les fera, eh bien, l'actualité nous, heu, nous agresse par, son importance, son nombre, sa quantité d'informations et je crois que vous êtes nombreux à souhaiter les commentaires, modestes, du Pierrot. Donc je vais vous faire un petit peu, un bref topo, d'autant plus que j'avais enregistré cet après-midi 30 minutes de légers commentaires sur la série et bizarrement, il n'y avait pas de son. Aucun son n'a été enregistré alors que normalement, cela devait fonctionner. C'est peut-être une mise à jour de logiciel qui a causé ça. Mais les 10 derniers jours ont été des jours de coup d'État. Coup d'État en Corée, qui a raté. Coup d'État, alors c'est un peu précédent, mais c'est un peu plus ancien. Bangladesh, Pakistan, Géorgie, coup d'État juridico-politique en Roumanie, un peu comme la Moldavie il y a quelque temps, et une sorte de... c'est pas un coup d'État, c'est une révolution militaire, offensive militaire en Syrie qui a réussi. Donc je vais enregistrer, en fait je vais appeler ce live, ou en tout cas la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, et je ferai peut-être un extrait de celle-ci sur ce sujet, je l'avais nommé l'Empire contre-attaque. Et oui, parce que l'Empire est certes en faiblesse, il perd de sa puissance, il est en banqueroute, il est en perte de puissance économique et même militaire, mais il n'est pas totalement atterré, il est à mise à terre, disons, il est encore fort, il est encore puissant, il est encore capable de mordre, et ces planifications qui fonctionnent qui se mettent en place depuis longtemps, sont encore capables d'agir. Et cette offensive que nous voyons en Syrie était connue, était prévue, était planifiée. Je suis allé vérifier, moi je n'ai pas suivi, mais je suis allé vérifier ces 3 derniers jours. Les différents sites d'information spécialisés sur la région moyen-orientale, en fait, parlaient d'une recrudescence du nombre d'équipements, de personnel de ces djihadistes. Je vais les appeler comme ça parce qu'il y a énormément de groupes, ils changent de nom régulièrement, mais en gros, les rebelles, les djihadistes, la brigade internationale islamiste, formée par les États-Unis, Israël et le Qatar, armée par ces 3 pays, on attendait leur offensive en 2025 et elle a été accélérée à maintenant fin novembre, début décembre 2024. Et c'est une absolue victoire pour les États-Unis, l'Empire, pour Israël, pour la Turquie, qui a montré, enfin en tout cas Erdogan, a montré encore une fois qu'il est capable de jouer sur tous les tableaux, de manière imprévisible, de manière parfois contradictoire à certains agissements. C'est-à-dire que sur certains domaines, il est proche de la Russie, sur d'autres, il est proche de l'OTAN, sur d'autres, il est proche des États-Unis, et là, il joue pour lui. Pour quelles raisons Il y a essentiellement en Syrie des raisons de pipeline gazier qui traverserait entre l'Irak et la Jordanie, du Qatar pour arriver sur la côte méditerranéenne et probablement même pour fournir en gaz Israël. Et ça me fait penser que cette offensive fulgurante qui a tapé dans du mou, c'est-à-dire que l'armée syrienne qui est rodée depuis bientôt 20 ans de combat, l'essentiel de l'armée syrienne a été déplacé ces derniers mois du nord de la Syrie face aux rebelles, au sud, face à la Jordanie. Alors, est-ce de la corruption des généraux? Est-ce que c'est une corruption même au niveau de l'état-major? Est-ce que c'est une forme de coup d'État contre le clan de Assad sans en dire le nom? Difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça m'a beaucoup rappelé la campagne de Garibaldi en Italie,
fulgurantes. Quand il y a des campagnes fulgurantes contre des armées éprouvées, c'est que probablement les armées éprouvées ont été achetées. Elles ont été achetées, en tout cas les officiers ont été achetés, et donc autour d'Alep, il n'y avait plus que des milices de seconde qualité, des réservistes, etc., qui ont été balayés ou qui ont fui. Et donc aujourd'hui, la question ouverte, c'est ce nouveau gouvernement, en tout cas ce nouveau régime en Syrie, puisque Bachar el-Assad, on a confirmé qu'il est parti, probablement vers la Russie. Je n'ai pas eu la confirmation, mais clairement, la Syrie est tombée. Et donc, ça amène plusieurs questions. Tout d'abord, quid des bases russes, la base navale vers Latakia et les bases aériennes qui sont à portée d'artillerie aujourd'hui, ou en tout cas qui sont sur le territoire d'un pays qui vient de changer de régime. Alors, je ne pense pas que ça peut être violent tout de suite, mais ce nouveau régime va probablement demander à la Russie de quitter la Syrie. Et la Russie se retrouverait à ce moment-là avec une défaite importante, stratégique. Mais il est aussi possible que la Russie ait dealé, parce que les Russes étaient au courant de cette offensive absolument depuis longtemps. Et il est possible que la Russie et les États-Unis aient dealé un de ces trucs que seule l'histoire nous le révélera dans quelques dizaines d'années, où en fait l'Occident, l'OTAN, les États-Unis plutôt, ont dit tu gardes l'Ukraine, on garde la Syrie. Et ça, c'est possible. Alors moi, je suis très triste pour mes amis syriens, je suis très triste pour ce pays, ce très beau pays où j'ai été en voyage de noces en 2005 et qui est un pays magnifique, un pays qui a été détruit, ravagé par la guerre, une guerre cruelle, une guerre entre un régime d'un président laïque plutôt aimé par son peuple, un peuple subtil, un peuple raffiné, les Syriens, surtout les Alaouites, mais aussi les chrétiens, les maronites, toutes sortes d'orthodoxes. Il y a énormément de groupes religieux en Syrie qui vivaient très bien. Et de cette guerre leur a fait déjà beaucoup de mal, avec une barbarie inouïe de la part de ces rebelles, qui ne sont rebelles que pour une toute petite partie. La majorité de cette armée syrienne, on va dire, contre le régime de Bachar el-Assad, sont étrangers, sont des mercenaires venant de plein de pays. Et ce que je constate, c'est quand on voit ces images de ces forces armées, on va appeler djihadistes, eh bien, on voit qu'ils sont habillés, armés, équipés exactement de la même manière que les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils ont à la même source les mêmes fournisseurs, c'est-à-dire les États-Unis, et ils ont été formés et probablement ils sont remplis de forces spéciales européennes, américaines et même d'autres pays. Le soutien a été très fort d'Israël. L'aviation israélienne a bombardé des éléments clés ces dernières semaines de la défense syrienne. Et dans ce millimélo incessant qu'est le Moyen-Orient depuis plusieurs siècles, là, on a un chapitre nouveau, un qui vient de se clore et un nouveau qui vient de s'ouvrir, avec potentiellement son lot de drames, d'horreurs, de nettoyage ethnique, à moins qu'une fois que le nouveau régime soit en place, vous savez, bien qu'il soit mené par les États-Unis, Israël, le Qatar, les djihadistes suivent l'islam. Et l'islam est excellent d'un point de vue technique, d'un point de vue empirique, pour gérer la conquête et la gestion des territoires conquis. C'est-à-dire, je m'explique, l'islam a été créé par non seulement des caravaniers, mais des guerriers. Des guerriers qui connaissent l'art de la guerre. Et l'art de la guerre, c'est beaucoup l'art du subterfuge, mais c'est aussi, non seulement au-delà du combat, c'est aussi l'art de savoir appliquer la violence quand elle est nécessaire et la clémence quand elle est nécessaire aussi. Alors, parfois, on se trompe, mais l'islam est assez bon pour ça. Et il y a des règles de guerre dans l'islam qui sont dans le Coran, où on explique ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Et il est très possible que pendant la guerre, il y ait une brutalité inouïe, y compris sur les populations civiles et innocentes, pour terroriser, littéralement. Il n'y a pas que l'islam, il n'y a pas que les combattants de l'islam. Dans un petit pays juste à côté, il y a des combattants qui ne sont pas islamiques du tout et qui utilisent aussi la terreur, y compris sur les populations civiles. Néanmoins, il est possible qu'une fois que la conquête est faite, ce qui est le cas, eh bien, la gestion soit miséricordieuse, comme Allah, soit basée sur,
en fait une gestion, non pas de pardon, parce que c'est un truc qui n'existe pas dans les peuples de cette région, mais sur une gestion de clémence et de, finalement, maîtrise et retenue de la violence pour pouvoir asseoir le pouvoir. Et pour finalement faire penser aux populations qu'il vaut mieux ne pas se rebeller contre les rebelles qui ont pris le pouvoir si finalement ils sont relativement raisonnables avec eux. Maintenant, ça pose pas mal de questions. Israël s'est pris une rouste face à l'Hezbollah. Alors, attention, par rapport aux ambitions d'Israël. C'est-à-dire que lutter contre l'Hezbollah sur terre, sur le terrain, et n'avoir réussi qu'à pénétrer que de 5 km à l'intérieur du Liban, montre que ces combats ont été acharnés. Il y a eu plusieurs centaines, peut-être des milliers de morts israéliens dans ces combats ces derniers mois. Et certes, si la menace, le nombre d'armes en fait détruites a été important, la menace du Hezbollah reste. Et c'est pas parce que tu élimines une grande partie des chefs ou des cadres qu'ils ne vont pas être remplacés, avec en plus le bonus que des gens que tu connais et que tu élimines vont être remplacés par des gens que tu ne connais pas, et peut-être des gens bien meilleurs et bien plus connus. Ça, c'est un premier point. Et donc, je me disais, c'est étonnant qu'Israël fasse une trêve, mais évidemment, il savait que cette offensive allait arriver. Et donc maintenant, ça met le Hezbollah dans une situation un peu compliquée où le ravitaillement va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, puisqu'il ne va pas réussir à passer à travers la Syrie. Vous me direz qu'il passait déjà peu avant aussi, mais des vols de l'Iran, par exemple, sur Damas, aujourd'hui, ne vont plus être possibles. Des vols d'avions cargo qui transportent des armes, des munitions, etc. Et donc, ça va être très compliqué pour le Hezbollah d'être dans une situation, dans une position de force. Il rentre dans une situation très compliquée. Donc, c'est aussi une forme de victoire. Il y a une expression anglaise, c'est victory snatched from the claws of defeat. C'est-à-dire, littéralement, c'est une victoire très importante, stratégique d'Israël, qui a été prise des mâchoires de la défaite. Alors, ce n'est pas vraiment une défaite, mais c'était une non-victoire. Et donc, on voit qu'ils sont très habiles. Mais il y a un gros souci pour Israël, je trouve, dans cette histoire, c'est que réussir à éliminer un de leurs ennemis, c'est-à-dire la Syrie, c'est peut-être faire en sorte que le nouveau gouvernement syrien soit moins hostile, ou en tout cas, il sera très occupé pendant certains temps. Mais c'est prendre le risque que le régime d'Assad, qui était absolument pas porté sur la guerre contre Israël, va être maintenant remplacé par un régime qui est peut-être corrompu aujourd'hui, qui est peut-être à la solde des États-Unis, du Qatar et d'Israël aujourd'hui, mais peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, avec un pays qui va être renouvelé par peut-être la ferveur islamique, ou avec plein de nouvelles armements, va être en fait un ennemi 10 fois plus redoutable que ne l'était la Syrie pour Israël. Donc, méfions-nous, méfiez-vous. En tout cas, je dois constater que c'est un changement assez radical, ce qui vient de se passer. On n'a pas vu ça depuis très longtemps au Moyen-Orient. Il faut remonter à la révolution iranienne, où on a un changement de régime aussi soudain et aussi fort et aussi rapide et aussi important. Mais il est bien possible qu'il y ait encore des rebondissements. Mais je crois que là, la question qui reste, c'est quelle va être la structure de ce pays dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce que ce pays va se morceler? C'est possible. Est-ce qu'il va sous des lignes ethniques, religieuses? Est-ce qu'il va basculer complètement dans un camp ou retrouver une forme de neutralité? Et puis, il y a aussi la question de qui va bouffer ce pays, parce qu'il est très possible que les Kurdes récupèrent pour leur Kurdistan toute la partie est de la Syrie. Il est possible que la Turquie, qui a des revendications centenaires, depuis le traité de la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, la Première Guerre mondiale, donc les traités de 1919, mais aussi les traités de 1921, qui ont défini la Syrie, eh bien, la Turquie a toujours eu une revendication sur des parties du territoire syrien. Il pourrait simplement les annexer. Et puis, bien entendu, on a aussi l'option où la Syrie soit complètement démantelée
et qu'on fasse un Alaouistan autour de Latakia et la côte méditerranéenne, une sorte de rattachement, je disais, au Kurdistan de la partie est, et puis dans la partie sud, autour de Damas, une sorte de djihadistan. On verra, on verra. C'est bien dommage, hein, parce que c'est vraiment un pays qui est attachant, qui est très beau, et c'est le malheur de la guerre. Et là, il faut dire qu'il y a une responsabilité aussi de la famille Assad, du clan Assad, parce que la leçon à en tirer, c'est que quand tu as une rébellion, il faut l'écraser, comme l'avait fait son père, il faut l'écraser dans le sang, et pas simplement se, se contenter d'un status quo qui dure depuis 2018, 6 ans de status quo où tu laisses avoir des bases étrangères, américaines notamment, sur ton pays, tu laisses des djihadistes qui contrôlent une partie, enfin, en tout cas des rebelles qui contrôlent une partie de ton territoire. Et donc, la morale, c'est que si tu n'es pas impitoyable, et malheureusement, Bachar al-Assad, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui est adorable. Je connais des gens qui le connaissent et me disent c'est un type gentil. Voilà, il aurait mieux fait de rester faire sa médecin à Londres. Et je suis heureux de le savoir en vie, parce qu'il paraît, il a réussi à s'échapper. Mais c'est triste parce qu'en fait, il aurait fallu quelqu'un comme son père ou son frère qui est mort, mais quelqu'un de très dur. Parce que le Moyen-Orient, c'est pas fait pour les gentils. C'est un monde impitoyable. C'est un monde raffiné, mais il faut des gens comme Saddam Hussein. Il faut des gens comme Kadhafi. Il faut des satrapes. Il faut des gens durs qui gèrent ces régions et ces pays. C'est le seul moyen. Du moins, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on a vu la Turquie, Erdogan, on a vu le Qatar jouer quadruple jeu, parce que le Qatar s'était rapproché de la Russie aussi. Et là, voilà, la raison d'État, les intérêts, le gaz comptent. Donc, c'est une défaite pour le camp des BRICS, c'est une défaite pour la Russie, c'est une défaite qui est importante, stratégique. Ça ne veut pas dire que c'est une défaite totale. Hein. Je veux dire, pendant la Première Guerre mondiale, la Roumanie qui est rentrée en guerre contre les pouvoirs centraux, pardon, l'axe de la Deuxième Guerre mondiale, les pouvoirs centraux en 1916, eh bien, elle s'est fait ratatiner par l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne et a été entièrement conquise pour ensuite se retrouver dans le camp des vainqueurs en 1918. Mais voilà, donc c'est tout à fait possible que les choses rechangent complètement. Alors l'Iran est bien emmerdé parce qu'il n'a pas les moyens militaires d'agir directement en Syrie. Il y a des milices iraniennes, on va voir ce qu'elles vont devenir. Il y a des volontaires, il y a un corps de volontaires iraniens en Syrie, mais alors sont-ils officiels? Bon, ça, c'est toujours le flou de ces choses-là. Mais clairement, l'Iran ne peut pas intervenir. Et peut-être qu'il ne veut pas intervenir. Peut-être que l'Iran a plus intérêt à faire le dos rond, à vraiment valider, parce qu'il y a un autre problème pour la Russie, c'est que beaucoup des États qui se sont rapprochés de la Russie voient que là, la Russie n'a pas réussi à les protéger, n'a pas protégé entièrement la Syrie, malgré une présence militaire et des bases. Donc, c'est un coup dur, c'est un camouflet diplomatique aussi pour la Russie. Donc il faut l'admettre parfois, même si je pense que dans cette guerre entre l'Empire américain et en l'occurrence dans cette région, l'Empire américano-israélien, le camp des gentils, si tu veux, c'est pas les Américains, c'est pas les gouvernements, c'est pas l'État profond de ce côté-là. Alors maintenant, moi je souhaite la paix, moi je souhaite qu'on ait, mais je suis pas naïf. C'est des salopards qui sont aux commandes. Et donc, et dans le camp du bien, du vrai camp du bien, il y a aussi des salopards, parce que clairement le Hezbollah et le Hamas, encore pire, c'est pas exactement des petits anges, tu vois. Donc c'est compliqué quand tu as une guerre dont les lignes commencent à se faire de plus en plus. Maintenant, l'Iran peut très bien aussi se dire, merde, la Russie, elle est peut-être pas capable de me protéger, parce que soit elle n'a pas vu venir, et moi ce que je crois, c'est que la Russie a dû choisir en disant, on peut pas se battre sur tous les fronts, et elle a raison, et s'il faut sacrifier un front, ce sera celui-là. Parce qu'ils n'ont pas
ils n'ont pas des objectifs importants. La présence de la Russie en Méditerranée, c'est un avantage stratégique important. Mais à tout prendre et à tout perdre, qu'est-ce qui est vraiment important pour la Russie? Pour ce qui est important pour la Russie, c'est de terminer cette guerre en Ukraine, c'est de renforcer ses liens avec l'Asie, donc la Chine, le Kazakhstan, l'Asie centrale, etc., peut-être l'Iran, et bien sûr, peut-être la Corée du Nord. Bon, ça c'est un peu plus petit, mais quand même, parce que c'est un État tampon du point de vue de la Russie. Mais si pour ça, il faut sacrifier la Syrie et ne plus avoir de présence en Méditerranée, ma foi, tant pis. Je pense que c'est un coût pour la Russie important parce que cette présence en Méditerranée est une menace stratégique pour l'OTAN et donc coûte cher à l'OTAN. Mais elle coûte cher aussi à la Russie. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas une manière pour la Russie de dire « Ok, on dégage, démerdez-vous avec le Moyen-Orient et la Méditerranée. Nous, on va s'occuper de l'Asie. On va faire notre business et on va se défendre et on va se mettre en carapace. Une fois qu'on a conquis l'Ukraine jusqu'au Dniepr et Odessa, on va se carapacer sous une ombrelle de missiles antibalistiques et de missiles hypersoniques et une ombrelle nucléaire. Et aller tous vous faire foutre, nous, on aura notre capacité à se défendre. Donc, c'est très... au-delà de la tristesse de voir ce pays, encore une fois, martyrisé, il y a beaucoup d'inconnus sur ce qui s'est passé et surtout sur ce qui va advenir. Il faut souhaiter que pour le peuple syrien, ce nouveau régime fasse ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il soit capable d'être voilà, honorable et proposer une paix qui englobe tout le monde et toutes les minorités. Bref, ça va être... mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que, en parlant de peur, je pense qu'il y a des minorités chrétiennes, alaouites, etc., qui ont très très peur en ce moment. À moins que, et ça aussi c'est une recette du Moyen-Orient, tout a déjà été négocié à l'avance, tout a déjà été dealé avant, et que finalement, les Alaouites aient décidé de dégager leur représentant, qui était la famille Assad, et que finalement, ils aient déjà dealé avec les rebelles en disant « Bon, on vous laisse le pouvoir, mais vous nous laissez ceci, cela, cela ». Allez savoir. C'est toujours très difficile. Le Moyen-Orient n'est pas compliqué pour rien. Voilà, effectivement, moi, j'ai vu quand ils ont comment dire, quand la Russie a officiellement reconnu ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que c'était vrai. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème, c'est qu'on nous montre des images, on nous donne des informations, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. On peut nous dire, avec des images à l'appui, qu'un tel capital de tel pays est tombé, mais en réalité, il n'y a rien, parce que c'est simplement la maîtrise et le contrôle des images qui font, voilà, ophtalmo. Voilà. Donc, très, très compliqué. Et voilà. Donc, c'est un développement fascinant et ça montre une chose, ça montre que les guerres peuvent venir et passer très vite. Ça montre aussi que les gens qui te disent « Oui, mais il n'y a pas de guerre ici, il n'y a pas besoin de se préparer, tout va bien ». Vous avez vu la vitesse à laquelle un pays peut tomber en ruine, à quel point il peut tomber en guerre. En 2005, j'étais en voyage de noces et c'était un pays qui était parfaitement sûr, sans problème. Tu voyageais en bus d'un côté à l'autre sans souci, avec une sécurité totale, alors que c'était un pays officiellement en guerre avec Israël. Totalement détruit en 15 ans, en 20 ans. Voilà, 2005-2025, ravagé, détruit, changement de régime. La Russie a commis des erreurs, la Syrie a commis des erreurs, enfin le gouvernement d'Assad a commis des erreurs. Ces erreurs maintenant se payent. Ce changement de régime est fulgurant. Et donc, ça peut arriver. Et donc, on peut très bien imaginer qu'en 10, 20 ans, des pays comme la France, comme l'Angleterre, basculent dans des choses terribles. Et ça,
c'est la Syrie avec une capacité de produire sa propre nourriture. Dans d'autres pays, comme l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, c'est pas le cas. Donc, c'est une histoire avec un grand H qui vient d'être écrite dans la page du monde, de l'histoire mondiale. Et donc, probablement soit une augmentation du niveau de tragédie de ce beau pays, soit la clôture d'un chapitre de ce pays avec également un chapitre sanglant en tragédie